Alors, merci à tous d'être de retour. On va avoir la chance de parler maintenant d'un défi qui est quand même assez fréquent, je crois, pour chacun des différents pays qui est représenté ici. Donc, tout l'aspect de l'approche interculturelle ou transculturelle. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir entendre Geneviève Gagné. Donc, Geneviève Gagné qui est travailleuse sociale à la clinique JAP, qui a été clinicienne pendant des années et qui travaille maintenant encore en clinique pour soutenir l'équipe au niveau... J'y arrivais. On va laisser Marc-André faire une petite chanson pour la féliciter. Mais en fait, donc Geneviève qui conseille l'équipe, bon, non seulement dans les approches familiales qui sont également son deuxième dada, mais aujourd'hui, on va l'écouter dans son dada qui est les approches transculturelles ou interculturelles. Puis on sait que c'est des défis qui sont parfois communs et aussi différents d'un pays à l'autre. Donc, la discussion sera sûrement très intéressante. Donc, Geneviève, on voulait souligner justement que vous allez rencontrer la vraie Geneviève Gagné, qui a gagné hier la troisième affiche, en fait, le prix pour la troisième affiche, qu'elle a effectivement fait avec Mélanie Gagnon, puis elle était présente sur place. Je le mets comme ça, il va tomber. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? OK. Je suis vraiment super contente de venir vous voir aujourd'hui. Puis comme Amal disait, la question de l'interculturel, c'est mon dada. Fait que quand j'ai la chance de pouvoir en parler, je suis vraiment super contente. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'avoir été invitée pour vous en parler. Je suis un petit peu nerveuse. Ça fait 3 mois que j'y pense puis que je me prépare à venir vous parler. Fait que j'ai pris le conseil de mon ami Jean, le père aidant, qui a fait une super présentation dans la méga salle à côté puis qui s'en est tiré comme un chef. Il m'a dit « Prépare ton texte de début, après ça va bien aller. » Fait que je me permets de vous lire mon introduction, puis après, je vais me lancer, mais j'ai aucun conflit d'intérêt, mais absolument un a priori pour l'approche de la sécurisation culturelle dont je vais vous parler, puis le partenariat avec les familles et les jeunes qui reçoivent nos soins. Donc, on va commencer par... En fait, je vais vraiment faire ce que je vous ai dit que je ferais. Je vais essayer d'être honnête aujourd'hui avec vous. Fait que je vais vraiment vous expliquer pourquoi on devrait adopter l'approche de la sécurisation culturelle dans notre pratique, puis ensuite, je vais vous parler de comment. Donc, j'y vais. J'avais envie de vous dire que moi, je trouve qu'on vit dans un monde compliqué actuellement. Je sais pas pour vous. Je vous ai mis des images un peu pour vous dire pour vous démontrer qu'est-ce qui traverse mon esprit quand je pense à ça, là. De notre côté de l'océan, George Floyd, en 2020, ça a été notre petit tremblement de terre. Je pense à vous aussi, là, qui est au front des bateaux de migrants, là. Je sais qu'il y a eu des tragédies récemment, puis il y en a en fait régulièrement, là. Je sais que vous êtes aux premières loges de ça. Il y a plusieurs raisons à ces enjeux-là, mais la crise climatique, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Puis on n'a pas fini d'avoir des flux migratoires puis de devoir composer avec les mouvements de population. Je lis pas mon texte, finalement, je vous parle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je viens vraiment pas vous parler d'un point de vue de chercheuse aujourd'hui, mais plutôt là, à travers mon prise de clinicienne, une clinicienne qui travaille dans une clinique d'intervention précoce à Montréal, au Canada. Ah, OK. Mais je vais arrêter de lire à un moment donné, promis. Depuis 2010, puis en fait, qui est vraiment touchée par l'immensité de la tâche que peut représenter le rétablissement suite à un événement aussi traumatique que peut l'être une psychose, pour les jeunes qui la vivent, pour leurs familles, pour leurs amis. Je viens aussi vous parler à travers mon point de vue de travailleuse sociale. C'est un choix de carrière que j'ai fait dans un désir d'être en solidarité avec les personnes marginalisées, exclues, puis de changer le monde avec eux et elles. Puis je viens vous parler aussi d'un point de vue de maman, de 2 jeunes filles qui sont afrodescendantes. J'ai des petites filles métisses. Je désire que le monde soit bon, doux avec elles, puis des fois, ça me fait peur. Je suis consciente qu'elles vont pas avoir la vie dans la même position de privilège que moi j'ai, puis que ça va avoir des impacts sur elles.
même si quand même, mes filles, elles ont certains privilèges parce qu'elles ont des parents avec un niveau d'études universitaires, un revenu stable, tout à fait satisfaisant. Elles sont nées au Canada, elles ont une bonne santé. Je trouve ça important de vous parler de ma posture, puis c'est pas pour faire du small talk, là. C'est vraiment en cohérence avec ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est pas seulement par mérite qu'on a les tribunes qu'on a. J'ai pas été invitée ici juste parce que je suis bonne, mais c'est le résultat d'un cumul de privilèges qui nous ont permis d'accéder à ces positions-là. Ça ne donne absolument rien de s'en auto-flageller, mais c'est essentiel de le reconnaître, puis d'utiliser nos tribunes, notre pouvoir, pour être les meilleurs alliés que possible. Pas par charité, mais parce que c'est de toute façon la seule façon de prodiguer des soins de qualité, tant aux migrants à proprement parler, mais qu'à toute personne qui est en situation minoritaire, que ce soit par sa différence ou par son désavantage social. Fait que je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appris à travers ma propre quête, à travers laquelle j'ai cherché à comprendre comment être cet allié pour les jeunes, leurs familles à ma clinique. Puis j'espère que ces apprentissages-là que moi j'ai faits vont être utiles pour vous. Je vais vous aussi, bien sûr, vous parler un peu de ce qui vient de la littérature, des conférences d'experts auxquelles j'ai assisté, des collègues de l'Université McGill à Montréal qui sont extraordinaires en psychiatrie sociale et culturelle, puis auxquels j'essaie un peu de me coller comme une groupie. Puis je vais vous ce que je vais vous parler le plus en fait aujourd'hui, c'est ce que les jeunes dans la clinique m'ont appris, puis je vais le faire à travers l'histoire d'une jeune avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Fait un tout petit peu de théorie là en commençant. Bon, ça y est. OK. Je vous ai mis l'image. En fait, j'aurais pu vous mettre énormément de références parce qu'il y a beaucoup de références pour appuyer ce que je vous présente. Mais je vous en ai mis une qui est un article récent sur lequel j'ai eu la chance de collaborer, qui est dans le numéro Santé mentale au Québec, qui est paru en 2021. Mais il est paru un peu en retard à cause de la pandémie, mais c'est le numéro d'automne 2021. En fait, c'est ça, la prévalence est plus élevée, les troubles de santé mentale chez les migrants dans nos cliniques. De première, deuxième génération, vous voyez que c'est aussi pour la deuxième génération. Puis encore dans les chiffres qu'on a eus cette semaine à l'IEPA Anglo, c'est vraiment près du double pour les jeunes migrants. Donc, il y a vraiment une différence. Puis aussi, on sait là qu'ils recourent plus tard à nos services, puis qui sont souvent, qui arrivent davantage dans des contextes de mesures légales, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux qui sont spécifiques là aux jeunes qui sont migrants, aux jeunes qui sont migrants de deuxième génération. C'est pour ça que c'est vraiment important là, de s'intéresser à cette population-là. Je vous ai mis plein de références à la fin, donc je vous laisserai là, si vous voulez aller fouiller un peu. OK. On m'a demandé de parler d'intervention interculturelle, puis en fait, je voulais juste un petit peu démêler les concepts avec vous pour commencer. C'est un choix que j'ai fait, là, j'ai vu dans la conférence, là, il y a énormément de chercheurs qui s'intéressent à l'intervention culturelle, fait qu'il peut y avoir toutes sortes de choix d'angles qui sont pris, mais je vous ai mis ceux qui sont le plus importants pour moi, qui résonnent davantage. D'une part, il y a l'idée de la culture. Je vous ai mis un iceberg, parce que l'idée de la culture, c'est vraiment la façon dont on est construit, c'est comment on apprend à être dans le monde. C'est nos repères qui font qu'on va faire la file pour prendre l'autobus ou qu'on va se ruer en groupe. En tout cas, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais j'ai peu de temps. Puis vraiment, l'idée du iceberg, c'est la majeure partie de notre culture, elle est enfouie. Nous, on a l'impression que c'est la bonne façon de faire les choses. En fait, que c'est la seule. On n'a pas conscience de nos repères culturels. L'appartenance ethnoculturelle, c'est vraiment le groupe auquel je m'identifie comme appartenir. Donc, ça peut être vraiment différent. Puis quand on parle de jeunes, le groupe auquel je m'identifie comme pour appartenir, ça peut être aussi les jeunes de la rue dans notre contexte à Montréal. Puis je pense que ce contexte-là ici aussi, évidemment. Là. Mais l'appartenance ethnoculturelle, ça va être ma communauté. J'ai eu la chance d'aller aussi dans un congrès en Nouvelle-Écosse. Récemment, j'ai découvert qu'il y avait la plus ancienne communauté afrodescendante au Canada. Ils sont là depuis 9 générations. Bien, c'est vraiment une appartenance ethnoculturelle qui est précise. Puis l'identité affirmée et assignée, c'est super intéressant. Pourquoi j'ai mis une image de cube Rubik? C'est qu'en fait, notre identité, elle est complexe. Notre identité, elle n'est pas seulement une chose. Je suis pas seulement une Québécoise. Je vous l'ai bien défini au début. Je suis aussi une maman, je suis aussi une travailleuse sociale, je suis aussi une intervenante dans une clinique PEP. Puis selon les contextes, je vais affirmer mon identité de façon différente. Si je vais à une réunion à l'école de mes enfants, mais mon identité, c'est celle de maman. Quand je viens ici, mon identité aujourd'hui, j'ai bien clarifié avec vous, je suis clinicienne, je suis
pas une chercheuse experte. Donc, on va l'affirmer de façon qui correspond à nos intentions puis à nos besoins selon le moment. Puis, assigner, en fait, c'est l'identité que les autres vont nous apposer. Puis, vous allez voir, je vais parler du concept des gens qui sont racisés ou racialisés. C'est un choix que je fais de parler, je parle pas de minorité ethnique, mais je parle de personnes racisées parce qu'on devient racisé dans l'œil de l'autre. Donc, c'est une identité qui est assignée. Je suis en train de vraiment prendre trop de temps pour vous parler de théorie, fait que je vais avancer. Mais c'est une autre façon de vous dire la construction identitaire de nos jeunes. Mais on pourrait l'appliquer un peu à tout le monde. Mais c'est l'idée que il y a les influences de tous les systèmes d'appartenance auxquels on appartient, la famille d'origine, la famille, la société d'accueil, l'école, etc. Il y a des choix qu'une personne va faire aussi de s'associer à tel ou tel groupe, de rejeter ou d'accepter certaines normes sociales ou culturelles. Puis il y a des rapports de pouvoir aussi. Ici, on peut parler de discrimination, d'exclusion, de racisme. On peut parler aussi d'influence des parents qui ont des attentes par rapport à un jeune qui part étudier à l'étranger, de réussir ses études, éventuellement peut-être même d'être un pont pour que la famille vienne immigrer. Donc, les jeunes vont recevoir aussi cette pression-là qui va faire partie aussi des enjeux qu'ils peuvent vivre. Puis ensuite, c'est ça, à la base, je voulais juste démêler avec vous l'idée là, de la compétence culturelle. Je vous l'ai vraiment mis sur un continuum. Après, il faut se dire que c'est des choses qui s'additionnent, mais c'est vraiment un travail qui a commencé là, dans les années 60 à peu près, de s'intéresser à comment on travaille avec l'autre, à réaliser, en fait, la psychiatrie, je pense que réaliser que tout le monde n'était pas blanc en 1960 à peu près, pas pire. Puis tranquillement, on s'est intéressé à comment on peut intervenir avec les personnes qui sont différentes. Et on est vraiment parti de l'idée de la compétence culturelle. Puis ça a été rentré là dans les normes de l'Association des psychologues américains là, dans les années 80 à peu près. Là. Vous pourrez aller voir dans les références, là, entre autres par Sou. Et puis l'idée d'être compétent culturel, je vous ai mis des gens en sarreau. Là, c'est comme si oui, on veut devenir compétent culturel, mais tout seul, un peu dans l'absolu. C'est là où on parlait aussi du ethnic matching. On veut mettre, si quelqu'un est afrodescendant, on va le mettre avec un thérapeute afrodescendant, etc. Devenir compétent culturellement dans un contexte en particulier. On a ensuite développé l'idée de plus d'humilité, de curiosité culturelle. C'est des choses qui s'additionnent. Fait que c'est pertinent de connaître la culture des autres, mais c'est surtout pertinent d'avoir une position d'humilité puis de curiosité. Ça résonne avec ce que je vous expliquais plus tôt avec la question de la complexité de l'identité, en fait, puis de l'appartenance, puis l'interaction, les intersections avec la culture, etc. Puis, la question de la sécurisation culturelle et des aspects intersectionnels, c'est que on arrive à dire, ben c'est pas juste de devenir bon, de coacher les gens de la majorité à devenir bons à travailler avec les gens de minorités culturelles, mais c'est vraiment qu'en fait les gens de minorités culturelles, puis en fait les gens de minorités culturelles en fait peuvent être des cliniciens. Fait que c'est pas toujours la personne de la majorité qui doit devenir compétente. Puis en fait, c'est qu'on doit faire un partenariat avec eux en fait pour comprendre selon leur point de référence à eux comment on peut construire la meilleure façon de travailler ensemble. Fait que c'est vraiment une question de redonner du pouvoir. Je passe super vite, mais on pourra en discuter davantage par la suite. Je voulais vous parler un petit peu en fait de l'idée dans la sécurisation culturelle. L'idée c'est que en fait c'est pas à la personne, c'est pas au clinicien d'évaluer si il intervient d'une façon adéquate ou non pour la personne qui est en situation de minorité. C'est à la personne qui est en situation de minorité de elle dire si elle se sent en sécurité quand elle reçoit des soins. C'est ça qu'on vise à faire, mais puis donc, la seule façon qu'on peut nous-mêmes s'améliorer pour être capable d'intervenir de cette façon-là, c'est en travaillant sur soi-même, en développant une réflexion critique sur la façon dont on travaille. Je vous disais, notre culture, c'est comme un iceberg. La majeure partie de notre culture, on n'y a pas accès. C'est enfoui dans notre j'ai envie de dire dans notre inconscient, mais je sais que je parle à un public de psychiatres, fait qu'on pourra en reparler, mais c'est enfoui profondément, on n'y a pas accès. Donc, la seule façon d'y avoir accès, c'est dans la relation à l'autre. Pour être capable de prendre conscience de ses propres repères culturels à soi, c'est en général, ça va être quand on va vivre des chocs dans la relation avec l'autre. Je vais vous donner des exemples, ça va devenir plus clair à travers la vignette. Mais tout ça pour vous dire que la seule façon de s'améliorer pour être capable d'offrir de l'intervention qui va être
sécurisante dans lesquelles les gens vont se sentir reconnus, respectés, en dignité. Ça va être à travers la supervision avec des mentors expérimentés. Ce sera pas dans une salle de classe, ça sera pas tout seul dans l'absolu. Toute seule, je peux pas devenir capable de travailler avec l'autre. Puis, il y a deux aspects. Comme je vous disais, il y a la question de reconnaître l'inéquité. OK? Quand moi, je suis à l'hôpital ou dans une clinique, puis je reçois l'autre, il faut que j'admette que la façon dont ma pratique est construite, mon institution n'est pas neutre, n'est pas objective. Il faut que je reconnaisse les rapports de pouvoir qui vont traverser la société parce qu'en fait, ils vont être reflétés dans ma clinique aussi. Et puis, il faut que je sois capable de créer un espace de partenariat. C'est aux personnes, puis comme je vous disais déjà que c'est aux personnes, puis la sécurisation culturelle, en fait, on peut pas dire qu'on l'a atteint. C'est quelque chose sur lequel on va travailler individuellement, mais collectivement aussi dans nos cliniques. OK. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais vous expliquer mon apprentissage du comment. Je vous ai mis ma valise parce que je sais pas si vous jouiez à ce jeu-là quand vous étiez petit, mais moi, je jouais au jeu, je m'en vais en voyage et j'apporte. Puis là, on dit une chose, puis après ça, il faut ajouter l'autre. Fait que je veux juste que vous gardiez en tête que j'aurais pu vous parler de plein de personnes, mais je vais vous parler de l'histoire d'une personne, puis que tout ce que je vous dis, en fait, ça s'additionne, puis ça reste dans l'intervention. Donc, je suis un petit peu en retard sur mon temps, mais je pense qu'il me reste 15 minutes. Ça va aller. OK. Donc, je vais vous parler de Caroline. Caroline, c'est une jeune qui est originaire d'Afrique centrale, qui a 27 ans, puis qui est amenée à notre clinique, à la clinique JAP à Montréal, par les services d'urgence, les policiers, les ambulanciers. En fait, ça en a pris beaucoup pour l'amener parce qu'elle était très agitée. Elle a été trouvée alors qu'elle chantait des chants bibliques sur son balcon. Donc, elle chantait du gospel, des chants d'église. Puis elle a fait suffisamment fort et longtemps pour que les voisins aient sonné l'alarme puis aient appelé les policiers. Elle a dû être contentionnée. Fait que quand je vous parlais là, de nos jeunes qui arrivent souvent avec des mesures légales, on est vraiment dans cette situation-là, d'arrivée traumatique là, dans les services d'urgence. Puis, elle nous dit pas trop, elle camoufle le plus possible les informations qui peuvent l'identifier. Elle nous dit qu'elle est étudiante étrangère. Mais quand je relis le dossier, là, elle nous avait pas dit son vrai nom, elle nous disait pas son vrai domaine d'études non plus. Elle essayait vraiment là, qu'on sache pas elle est qui réellement. Elle est parfois mutique, puis sinon elle était très hautaine, même agressive, irritable. Elle nous traitait un peu comme si on était ses servants, là, le petit peuple face à elle. Elle avait une attitude qu'elle faisait quand même beaucoup réagir. Puis elle refuse de s'alimenter puis d'être évaluée. Donc, on a dû aller en ordonnance de traitement, fait qu'on ajoute les mesures légales. Fait qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, en fait, qu'est-ce que moi j'ai fait? OK. Ben, premièrement, être patiente, tu sais. Puis vous allez voir beaucoup de choses que je vous présente. Ils reviennent un peu dans toutes les interventions qu'on va faire, mais être patient, absolument. Je pense qu'en fait, c'est que plus le cadre de référence de la personne est loin de nous, plus on a du travail à faire pour gagner sa confiance. Donc, il faut être patient, il faut se donner du temps. Ultra transparence, quand je vous parlais d'être conscient qu'on n'est pas neutre, qu'on n'est pas objectif, c'est que souvent, on a ce qu'on appelle un biais de transparence. On a l'impression que la façon dont on pense, de la façon dont on fait les choses est claire pour les autres, alors que ce l'est vraiment pas nécessairement. Donc, c'est important d'être ultra transparent. Ultra transparent, ça peut vouloir dire expliquer à un migrant qu'on n'a pas de contact avec les services d'immigration, que si la personne nous donne l'information, on n'ira pas la transmettre. Être ultra transparent, ça peut vouloir dire à quelqu'un que nous, fondamentalement, on pense que notre pays, c'est une terre d'accueil. Que nous, on pense que c'est bien de recevoir des migrants puis qu'on a envie de l'aider. Ça, c'est de l'ultra-transparence. Ultra-transparence, c'est aussi expliquer à quelqu'un qu'on lui pose des questions parce qu'on souhaite l'aider, que ça va rester confidentiel. Fait que vous me suivez, c'est des choses qu'on prend pour acquis. Si on a quelqu'un qui est habitué de naviguer dans le système de santé ou dans notre société, il va le comprendre tout de suite, mais il faut faire attention d'être davantage transparent. La posture de l'ignorance éclairée, c'est une des choses que je préfère le plus.
dans les apprentissages que j'ai faits, quand je vous parlais d'humilité et d'humilité et de curiosité, en fait, j'ai traduit là banalement l'idée de inform not knowing qui vient de Furlong, fait que je pourrais vous transmettre mes références à la fin. Mais c'est l'idée qu'en fait, au-delà de la compétence culturelle, ou dans la compétence culturelle, on se disait si j'ai une personne qui est ouest-africaine devant moi, probablement que pour elle, la psychose sera du vaudou. Donc, je vais la rencontrer et je vais lui parler de vaudou. OK? Ça peut être vécu de façon très oppressive par les gens, puis à la limite, ça devient du racisme si j'assume que la personne, elle a une identité que je lui assigne qui serait copie conforme à le groupe ethnoculturel auquel je pense qu'elle appartient. C'est pas à moi de décider c'est quoi son identité. Donc, l'ignorance éclairée, c'est de avoir des hypothèses, puis de les tester, mais de façon humble, puis en respect avec la personne. Donc, moi, c'est des choses que j'ai fait avec elle. Je lui ai parlé, est-ce que ça se pourrait que tu aies le sentiment d'avoir vécu des attaques spirituelles? Peut-être que je me trompe. Ça n'a pas fonctionné pour elle du tout, j'ai pas accroché. Il y a d'autres patients avec lesquels ils vont l'attraper, mais elle, pas du tout. Son modèle à elle, c'était une étudiante universitaire, puis elle avait un modèle plus scientifique, elle étudiait là, en sciences de la santé. Le transfert de pouvoir, à chaque fois que j'allais la voir, c'était vraiment super difficile. J'allais la voir aux soins intensifs, elle refusait de manger, elle refusait de parler. Puis je lui posais des questions, puis elle me renvoyait toujours mes questions. Elle voulait pas me répondre. Mais ce qu'on a convenu finalement, c'est que j'allais lui écrire les questions que j'avais envie de lui poser. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais lui poser, puis qu'elle allait y réfléchir. Puis c'est elle qui dirigeait les entrevues. L'utilisation de l'outil d'entretien formation culturelle, j'imagine que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est une super belle ressource quand on veut essayer de appréhender le cadre de référence de la personne, parce qu'il faut savoir que, comme je vous disais, on peut avoir un modèle biomédical d'explication de la psychose, mais on peut avoir toutes sortes d'autres modèles d'explication de la psychose aussi. On peut avoir toutes sortes d'autres modèles aussi des soins qui seraient à envisager pour guérir ou se rétablir, etc. Donc, c'est un super beau guide d'entrevue qui peut nous donner des idées de questions à poser. La prise en compte du parcours migratoire puis la prise en compte des conditions matérielles d'existence, c'est que, en fait, je pense que c'est important pour tout le monde. En fait, là, dans les cliniques d'intervention précoce, on s'intéresse aux conditions matérielles d'existence. Pour les jeunes migrants, c'est important aussi de penser qu'ils ont eu toute une vie avant d'arriver dans notre pays, puis vous le savez plus que moi. Je pense que comme j'ai conscience que vous êtes aux premières loges de parcours migratoire ultra compliqué. Donc, j'imagine que vous le faites déjà dans vos cliniques, mais c'est un rappel à quel point c'est important. Puis avec elle, je l'ai fait, j'ai essayé de le comprendre, mais elle souhaitait pas m'en parler. Donc, je le savais pas. Elle me disait rien ou à peu près rien, mais elle a commencé à me demander des choses. Elle a commencé à me demander des choses comme de lui amener des produits d'hygiène, ou on a testé la relation un peu comme ça. Puis en fait, elle voulait que je reste assise avec elle, mais elle voulait juste que ça soit elle qui est en contrôle, puis je lui ai laissé ce contrôle-là. Puis tranquillement, elle a commencé à se dévoiler un petit peu, puis à accepter que je l'accompagne chez elle pour aller chercher ses documents d'immigration parce qu'elle n'avait pas de couverture médicale. Puis elle a fini par accepter de me dire qu'elle a fait une demande d'asile, mais elle voulait pas me dire pourquoi. Donc, je suis allée avec elle chez elle à la maison. J'ai constaté le contexte dans lequel elle vivait. Elle vivait dans une maison qui était vraiment une maison de chambre où c'était seulement des hommes africains. C'était tenu par un monsieur africain. C'était un contexte de vie qui était absolument abominable. Il y avait des punaises, il y avait des rats, il n'y avait pas d'électro. J'ai compris qu'avant sa psychose, il n'y avait pas d'électroménager qui fonctionnait depuis des mois. Donc, elle vivait dans un contexte sans cuisinière, c'était vraiment, puis c'était super, c'était vraiment pas sécuritaire pour elle de vivre là-bas. Mais on est allé chez elle. Puis là, elle a continué. Il y avait une pression pour qu'elle quitte l'hôpital. Moi, je trouvais que ça commençait à aller bien. J'étais un petit peu inquiète de la laisser quitter l'hôpital. Je le sens, en québécois, on dirait, je le sentais pas. Je sais pas si, hein. Mais en même temps, on devait libérer le lit. Donc, le fait qu'elle a commencé, en fait, à nous révéler certains aspects traumatiques de son histoire. Puis à ce moment-là, je pense qu'elle avait fait davantage avec le psychiatre qu'avec moi. Avec moi, on était plus dans des démarches concrètes. Puis, je pense à la pression organisationnelle qu'il y a eu aussi, où rapidement, elle s'est mise à faire plein de sorties. Ben, elle a commencé à aller moins bien. Puis, elle s'est remise à
à refuser tout. Ça a été vraiment difficile, mais là, j'ai appris à la connaître aussi, que quand elle allait moins bien, elle redevenait très arrogante, très hautaine avec moi, puis que je devais prendre un pas de recul. Je vous dis ça parce que faut faire attention aussi à pas tout est culturel, pas tout est la psychose, puis des fois ça peut devenir complexe entre les deux, mais je pense qu'il faut rester en réflexion par rapport à ça. Puis, en fait, l'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, moi, je voulais lui permettre d'avoir un revenu. Puis, j'insistais beaucoup pour qu'elle ait de l'aide sociale, l'aide de dernier recours au Canada, puis elle refusait. Puis, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle avait un couple d'amis qui la conseillaient, puis qui lui avaient dit que si elle faisait une telle demande, ça nuirait à son dossier d'immigration, donc elle refusait. Puis au moment où elle allait mieux, elle avait accepté, elle commençait à accepter, puis au moment où elle était moins bien, elle allait moins. Mais ce que j'ai réalisé avec elle, c'est qu'elle était toujours en fait dans son conflit de loyauté entre sa communauté et moi. Quand elle a eu